1851, il mécanise son entreprise et passe de 90 tonnes de laine par an à 4000 tonnes 15 ans plus tard. Quand Napoléon III lui rend visite, il emploie déjà 700 ouvriers. Amédée Ier disparaît en 1885 et laisse à ses fils Amédée II et Albert Félix une entreprise prospère. Et les grands patrons commencent à mener grand train. On va à Paris très souvent, on passe des vacances au bord de la mer, on va à l'opéra, on va aux zoos, dans les stations thermales, Vichy en particulier. On fait de grands voyages à travers toute l'Europe et même jusqu'aux confins de la Russie. Mais pas ostentatoire dans la mesure où c'est tout à fait contraire au tempérament de ces gens. Albert Félix Prouveau et son épouse Marthe d'Evemy illustrent bien cette vie mondaine. « Ma mère était d'une resplendissante beauté », rapporte Albert Eugène Prouveau. « Mon père avait grande allure. Les réceptions aux 50 boulevards de Paris étaient brillantes, la table réputée. » Le château du Verbois à Bondy est à cette époque réservé à la famille. Mais 2 générations plus tard, Albert-Auguste Prouveau et son épouse Anne de Maigret en feront un lieu de réception. Artistes, politiques et intellectuels s'y succèdent. Et pour en savoir plus, visite guidée avec leur fils, Guilain. Donc nous arrivons dans le salon du Verbois, qui n'est pas du tout une gigantesque pièce, mais je rappelle toujours que le Verbois n'était pas un château au départ, c'était ce qu'on appelait une folie. Mes parents ont reçu énormément de monde ici. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'artistes, des hommes politiques, des ministres, des gens d'une grande intelligence. Je me souviens du brio d'un Maurice Schumann qui venait souvent au Verbois et qui était intarissable. Quelquefois, on dit que je parle beaucoup, mais lui parlait encore beaucoup plus. Et d'autres, des présidents de la SNCF, beaucoup de polytechniciens, des narques, comme je dis, des hommes politiques souvent. Côté politique, au Verbois, une belle collection de bustes rares des Bonaparte, Lucien et Jérôme, par exemple. En fait, Guilain Prouveau est, par sa mère Anne de Maigret, un lointain petit-neveu de l'empereur. Là, vous avez Napoléon, qui a la particularité de venir de chez Marie Bonaparte. Et Marie Bonaparte était donc ma grande-tante qui a travaillé beaucoup avec Freud à Vienne, qui a vécu avec lui, qui a écrit des livres sur la femme et en particulier la sexualité féminine, qui a été une des protectrices de Freud à la fin quand il a commencé à y avoir des persécutions antisémites à Vienne. Et c'est Marie Bonaparte, que l'on voit ici avec Freud, gare de l'Est en 1938, qui aidera le psychanalyste à fuir Vienne et à se réfugier à Londres. Marie Bonaparte était la cousine de Jeanne Bonaparte, l'arrière-grand-mère maternelle de Guilain Prouveau. Et son trisaïeul dans la collection de bustes, Pierre Bonaparte, à la mine de Chérubin, cache en fait un enfant très mal élevé. Il a été un jour provoqué un peu par un journaliste qui s'appelait Victor Noir. Et c'était un homme violent, mon arrière-grand-père, Pierre Bonaparte, et il a dégainé son revolver, il a tué le journaliste, il n'y avait pas de la porte. Et là, c'était sous Napoléon III, et là, il a été prié de s'exiler, pour le moins, pour se faire oublier. Chaque pièce du Verbois est chargée d'histoire, et des tapisseries au mobilier des salons et des vestibules, sans oublier les éditions originales de la bibliothèque, la fondation, dont Guilain Prouveau est le président, veille sur ce patrimoine et en assure la minutieuse restauration. Et alors, il y a ces merveilleux tapis qui sont en fait les copies des tapis de la Savonnerie faits par Louis XIV pour les galeries du Louvre. Et alors, ces tapis, malheureusement, on ne peut plus les refaire en France. Et celui-là, je l'ai fait refaire, ainsi que celui de la salle à manger et de la bibliothèque que vous verrez tout à l'heure, en Chine. Et alors, ils ont il y a à peu près 80 000 nœuds au mètre carré. Et les Chinois mettent à peu près 1 an à faire cela. J'avais demandé à l'époque au Buisson s'il pouvait le faire. Ils m'ont dit, ah, mon pauvre monsieur,
nous n'avons absolument plus ni les équipes, ni le savoir. La perte des savoir-faire au profit de l'Asie est un crève-cœur pour un Prouveau, sachant qu'en matière de laine peignée, les peignages Amédée Prouveau ont été, depuis Roubaix, au zénith de la production lainière mondiale. Car c'est à Roubaix que siégeait la Bourse mondiale de la laine. C'est là qu'on en fixait le cours. Là où le groupe Prouveau était très fort, c'était dans le peignage de laine, métier inconnu. Vous dites, on est producteur de voitures, c'est fantastique, on est peigneur de laine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le peignage de laine, c'est la première opération de transformation de la laine, après le lavage bien sûr, avant la filature. Et là, même si c'est un domaine peu connu, très industriel, au fond, le peigné de laine qui sort du peignage de laine n'est pas un produit fini, n'est pas un produit de grande consommation, c'est un produit intermédiaire, comme on dirait, mais indispensable. Dans la laine, on ne peut pas faire de fil sans avoir peigné d'abord la laine, où c'est très difficile. On peut la carder, mais c'est presque comme du peignage. Nous avions 14% du marché mondial. Le numéro 2, qui était un Allemand, je crois, avait 5 ou 6%. Donc nous étions de loin les plus gros peigneurs au monde, tout en n'ayant pas de moutons. Enfin, il y a quelques moutons en France, mais c'est peu de choses. Les éleveurs, ils sont dans les Dominions, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Les peignages Amédée Prouveau et la lainière importent alors 15 millions de toisons chaque année. Ce sont les plus gros acheteurs du Commonwealth, et la couronne va s'en souvenir. En atterrissant à l'île d'Équin en 1957, Élisabeth II vient honorer ses plus gros clients. Le 11 avril 1957, le département du Nord avait l'honneur d'accueillir la reine Élisabeth II d'Angleterre et le prince Philippe, duc d'Édimbourg. En visitant le peignage Amédée Prouveau, qui fêta son centenaire en 1951, la reine Élisabeth allait pouvoir juger une œuvre française, fruit d'un siècle d'efforts, de ténacité, de recherche incessante, mais dont la vitalité reste entière devant les problèmes de demain. Alors là, je revois avec plaisir. Alors, elle était très jeune, elle était très jolie, la reine. Elle est une belle dame maintenant, mais là, c'était une très jolie femme, charmante, qui avait absolument enthousiasmé non seulement mon grand-père, que j'ai jamais vu aussi bavard, qui lui parle là, mais également tous les ouvriers, toutes les ouvrières de l'usine. Ainsi, peu à peu s'opère, sous les yeux des illustres visiteurs, la transformation de ces millions de toisons recueillis à l'autre bout du monde. Les usines étaient en fête, les ouvriers et ouvrières ne rêvaient que d'une chose, c'était de s'approcher de la reine. C'était quelque chose de mythique, d'absolument fantastique. Et je revois ça, c'est quand même une grande page de notre histoire, c'est quand la reine est venue. Ils visiteront encore l'atelier Waterloo. Lorsque la reine prit congé de messieurs Albert et Jean Prouveau, elle les chargea d'exprimer à tous les artisans de cette remarquable réussite ses félicitations et ses remerciements. Le dernier hommage, à l'heure du départ, lui fut rendu par l'usine tout entière. Pendant 6 minutes, l'immense mécanisme allait cesser toute activité. Personnellement, j'ai eu le plaisir de l'approcher d'assez près. J'étais très jeune à l'époque. J'étais habillé en costume de petit marin, je me souviens. On gelait parce que c'était en hiver. Et évidemment, comme dans toutes les visites, ils sont toujours en retard. Donc on l'a attendu avec mon frère et 2 autres enfants pendant une demi-heure. Et nous avions mission, Olivier et moi, donc mon jeune frère et moi-même, de lui remettre un livre avec nos dessins. Les dessins, j'en avais fait un qui doit traîner quelque part dans la bibliothèque ou les sous-sols de Buckingham, et mon frère également. Et d'autres enfants du Nord avaient également fait des dessins pour la reine. Voilà. Et donc on avait remis cet album de dessins, tandis qu'un autre couple d'enfants lui avait remis un bouquet de fleurs. Elle s'était arrêtée avec sa magnifique Rolls-Royce, je me souviens, pour accepter nos cadeaux, et j'étais très impressionné par, en particulier, son très beau chapeau. À l'époque de la visite de la reine,
la lainière de Roubaix, créée par Jean Prouveau et lui seul, est devenue un empire à côté des peignages Amédée Prouveau. Georges Dubois, président des Amis de la Lainière, dont il fut salarié comme chauffeur pendant plus de 30 ans, est incollable sur l'histoire de l'entreprise. Il organise des expositions itinérantes, comme ici à Ouascal. Bien, donc on commence par la laine. Là, vous avez une toison de mouton lavée. Et là, vous avez la toison non lavée. Là, on appelle ça le suin. Mais simplement, on l'a mis sous plastique pour éviter les petites puces d'arrivée. Donc voilà la laine qui sort du peignage. Au-delà de l'histoire de la laine et des modes de fabrication, ce qui est d'abord mis en relief par l'exposition, ce sont les œuvres sociales de la lainière et des peignages Amédée Prouveau. Sachant qu'à la lainière de Roubaix, c'était une ville de société qui avait 6000 personnes, elle avait un centre d'apprentissage, c'est-à-dire que le matin, les ouvrières, les apprentis, ils allaient faire des cours de couture, cours de cuisine, cours de français, cours de maintien, et ils avaient un livret, et l'après-midi, ils allaient travailler dans les salles. Donc là, c'est tout le centre d'apprentissage. À la lainière, on était aussi à l'avant-pointe parce qu'on avait une crèche. Donc les enfants, et ça à partir de 1925-30, les enfants, ils étaient déposés à la crèche et les femmes qui travaillaient, s'ils nourrissaient au sein, ils pouvaient venir allaiter leur bébé. En plus de ça, à la lainière de Roubaix, le peignage Amédée avait créé une cité en 1930 pour leurs ouvriers, 276 logements, 3 chambres, salle de bain, chauffage central et un grand jardin. Et c'était donné aux ouvriers de la lainière et du peignage. Et ma belle-mère était une des premières d'ailleurs à pouvoir bénéficier de ce genre d'activité. Contrairement à ce qu'on dit, c'était les ouvriers. S'il y avait un contremaître qui en avait une, il y en avait une. Mais par contre, il pouvait être ouvrier, passer cadre et passer contremaître. C'est chose qui arrivait souvent à la lainière. Le gars commençait ouvrier, il finissait chef de service. Des logements qui ne font pas oublier qu'Albert-Auguste Prouveau est à l'origine du 1% logement, système de financement en faveur du logement des salariés. En 1949, la lainière et le peignage, ils ont acheté un château. Ils envoyaient 300 enfants en colonie de vacances. Ils visitaient Paris et ils allaient passer les vacances à Saint-Rémy-sur-Ave. La lainière et le peignage, ils avaient créé une équipe qui s'appelait Excelsior, qui a joué en 1933 la finale de la Coupe de France contre une deuxième équipe de Roubaix, le Racing, qu'on appelait l'équipe des chapeaux. Et l'équipe de l'Excelsior, c'était l'équipe des casquettes. Les joueurs de l'Excelsior paraissent ici en maillot blanc et culotte noire. Ceux du Racing en maillot et culotte noire. Dès le début, l'Excelsior déclenche une offensive de grand style. Le Racing oppose une louable résistance. Le Racing est au-dessous de sa forme normale et voit le sort se tourner contre lui. L'Excelsior de Roubaix remporte la victoire par 3-1. Mentalité qu'ils ont changé aussi, c'est que les deux équipes sont revenues dans le même train, sont descendues à la gare de Roubaix et ont été accueillies en héros, les deux équipes jusqu'à la gare de Roubaix. La place de Roubaix était pleine. C'est ça qu'on appelle le paternalisme, mais bon, on n'aurait jamais dû faire supprimer ça en 68, mais j'ai fait grève en 68, et je le regrette. Mais en fait, les patrons ils ont supprimé tout ça, qu'on a tout cassé. La lainière et le peignage Amédée, c'était deux sociétés qui avaient les mêmes intérêts financiers, mais qui n'avaient pas du tout le même esprit. Le peignage Amédée, c'était la maison de famille, c'était l'usine famille, tandis que la lainière, on disait que c'était l'usine des directeurs. Jean Prouveau, il était parti en 1920
26, 30, il y avait repris Paris Soir avec M. Béguin. Et donc Béguin